sont celles-là. Je vois qu'Olivier Lefebvre lève la main. Est-ce que, Olivier, tu peux peut-être prendre la parole en ouvrant ton micro? Merci Jean-Marc. Bonsoir à tout le monde. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les échanges entre Philippe et Christian, avec ce pessimisme ambiant sur la capacité des pouvoirs politiques à driver ce changement, même si je partage l'enthousiasme de Christian sur les décisions d'hier. On verra ce que ça va donner, parce que c'est une annonce de la Commission, tout ça va être négocié, donc on va voir ce qui va en rester à la fin. Mais néanmoins, c'est quand même assez... j'y rêvais même pas il y a un an et demi qu'on en soit là, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, je voudrais revenir peut-être et avoir votre avis sur d'autres pouvoirs qui bougent. Et moi, j'observe quand même que tant du côté des investisseurs et surtout des investisseurs institutionnels d'ailleurs, la perception du risque de durabilité, en particulier climatique, mais pas que. La question de biodiversité monte aussi sur l'agenda. Il y a d'autres questions qui montent sur l'agenda, mais la question en tout cas du risque climatique, que ce soit les risques physiques ou les risques de transition, dans le chef des investisseurs est en train de monter aussi à une vitesse considérable. Et ça peut faire bouger des masses importantes d'investissements. Et ça, c'est un pouvoir qui n'est évidemment pas démocratique, mais qui compte. Et l'autre pouvoir qui compte, sur lequel on s'est considérablement appuyé ces dernières décennies, ce sont les banques centrales. Les banques centrales ne sont pas très démocratiques non plus, il faut bien le reconnaître, mais on a fait appel à elles de manière massive ces derniers temps, que ce soit dans la crise de 2008 ou dans la crise des dettes européennes, etc., où elles ont, d'ailleurs avec audace juridique probablement, et beaucoup de détermination, quand même relevé des défis importants. Aujourd'hui, les banques centrales, historiquement à l'initiative de Mark Carney à la Banque d'Angleterre, mais maintenant avec un relais qui est pris un peu partout, ont une capacité de faire bouger les curseurs qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc c'est vrai que ça va être compliqué au niveau peut-être des politiques, mais, et ça là, je voudrais un peu avoir votre avis, est-ce qu'il n'y a pas des... Et on l'a vu dans d'autres crises, hein, parfois les politiques n'ont pas pris leurs responsabilités, ont passé le bébé, si j'ose dire, ou la patate chaude aux banques centrales qui ont réagi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister en partie à un phénomène du même genre, où par définition, dans la mission même des banques centrales d'assurer la sécurité financière, on est forcé de regarder sur des horizons qui sont plus lointains que les prochaines échéances électorales? Voilà, c'était ma question. Merci Olivier. Deux questions. Donc, question, est-ce que les banques centrales ont un rôle à jouer? Sont-elles démocratiques? Ça, je laisserai cette deuxième question de côté. Alors, donc, banque centrale d'un côté, investisseurs institutionnels qui, normalement, ne sont drivés, je dirais, pour reprendre l'expression qu'Olivier a utilisée, que par l'équilibre risque-profit qu'ils peuvent tirer. Est-ce que les investisseurs institutionnels rentrent dans l'équation de la solution de notre problème à la fois climatique, mais je dirais plus largement de la durabilité? Christian, Philippe, qui veut répondre? Christian? Je vais commencer. Allez, je vais commencer. Alors, sur la question des banques centrales, je vais laisser Christian répondre parce que là, j'ai un... En tout cas, bonjour Olivier, ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est plus vu. Et on a passé quand même parfois de longues heures ensemble dans le passé. Sur les banques centrales, j'ai un certain conflit, enfin pas conflit d'intérêt, mais une répartition des compétences avec Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale. Donc ça, je préférais que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde. Sur le contrôle prudentiel des institutions financières, plutôt que des investisseurs institutionnels, j'ai des bonnes nouvelles à annoncer. L'autorité régulatrice de contrôle prudentiel européenne en matière d'assurance a émis une note il y a quelques semaines, quelques mois, obligeant les compagnies d'assurance à se mettre en ordre pour avoir une évaluation quantitative des risques climatiques et de la transition énergétique sur leur portefeuille. Et pour les assurances, c'est important à l'actif et au passif.
parce qu'il y a à la fois, et on le voit ces jours-ci avec les inondations, ça va coûter énormément d'argent au secteur assurantiel ou de la réassurance, mais c'est aussi important sur la valeur de leurs investissements financiers, de leur portefeuille. Comme j'ai pu le dire, je ne sais pas si c'était avant le début de la conférence entre nous ou après, on voit quand même que les rendements et les coûts de financement sont différents entre les entreprises qui sont déjà entrées dans une transition énergétique ou climatique enfin de décarbonation plutôt de leur processus de production et celles qui ne le sont pas. Et donc, il y a un risque à la fois pour les assurances et pour les banques. Je dirais qu'il est double pour les assurances. Sans lever de secret, moi qui suis administrateur chez ETIAS, la réflexion de savoir concrètement du côté des polices d'assurance combien de tempêtes nous intégrons dans le pricing des polices d'assurance en matière d'IRD. C'est-à-dire, pour l'instant, dans ces polices, il y a une grosse tempête qui est intégrée au niveau du pricing. Force est de constater qu'il n'y a plus beaucoup d'années où il y a une seule tempête. Il y en a une et demie, je dirais, ou deux, et celle-ci sera une grosse tempête. Et donc, inévitablement, même si c'est une assurance, inévitablement, c'est le consommateur qui, in fine, payera la transition. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Olivier. En fait, tu poses, Philippe, je crois, une autre question qui est effectivement l'intégration du risque climatique dans le prix du produit d'assurance. Mais la question d'Olivier, elle est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels, comme les assureurs notamment, mais les fonds de pension aussi, s'intéressent. Je vais être plus concret alors dans ma réponse. Je veux dire, si nous ne mesurons pas les risques climatiques, nous risquons d'avoir des problèmes de solvabilité à la fois sur la gestion des sinistres et aussi sur le portefeuille. Une société qui, in fine, n'aura pas décarboné, la valeur de la société va être zéro. Si on arrive à des prix du carbone à 700, 800 euros la tonne de CO2, l'entreprise, à un moment donné, elle ne va plus pouvoir être compétitive par rapport à celles qui auront décarboné. Donc, sa valeur, je veux dire, sur les marchés financiers, elle va à l'extrême, elle va tomber à zéro. Tandis que les autres, elles auront une valeur de marché qui sera beaucoup plus élevée. Et donc, une compagnie d'assurance, elle sera évidemment beaucoup plus incitée par rapport au risque climatique qu'elle devra quantifier, de plutôt investir dans des entreprises vertueuses plutôt que des entreprises qui ne le sont pas en la matière. C'est un peu ce que l'on évoque au niveau des banques qui donnent des prêts hypothécaires d'autant plus favorablement que la maison qu'on va permettre de financer est plus ou moins passive. Voilà. Oui, voilà, exactement. Christian. Oui, alors ça fait 15 ans que je travaille sur la finance verte ou la finance climatique. J'ai créé en 2006 une chaire de finance durable et investissement responsable, c'est son nom, financée par des fonds ISR de la place parisienne. C'est un sujet super compliqué. Moi, ça fait 15 ans que j'essaye de défendre l'idée que les fonds de gestion, les fonds de pension, les banques, les compagnies d'assurance devraient intégrer dans leur détermination de leur portefeuille d'investissement optimal, un prix du carbone implicite. Maintenant, aujourd'hui, on est capable, pour beaucoup d'actifs financiers, en particulier ceux qui se retrouvent dans les fonds, dans ces portefeuilles-là, des émissions de CO2. Eh bien, ce n'est pas très compliqué de valoriser ces émissions de CO2 présentes et prospectives, étant donné le capital, la structure du capital de ces entreprises, de déduire de la capitalisation boursière de ces entreprises la valeur actualisée des flux, du flux d'émissions valorisé à ce prix du carbone et en déterminer la bonne capitalisation boursière et de réoptimiser le portefeuille en intégrant cette dimension extra-financière dans l'analyse. Alors ça fait l'hypothèse quand même, ça fait l'hypothèse que ces investisseurs qui prennent en compte le climat dans leurs décisions d'investissement, il peut y avoir deux raisons. Il peut y avoir trois raisons, je veux dire. L'altruisme, dire j'intègre le fait que je veux réduire les émissions de CO2 dans mon portefeuille parce que je suis responsable envers les générations futures. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui ont cette fibre-là. Il y a une deuxième raison qui est effectivement certains actifs sont fortement exposés aux aléas climatiques. Alors,
faut bien avoir en tête que cette dimension-là, elle n'est pas très importante à court terme. Quand vous regardez les projections des climatologues, l'essentiel des conséquences du changement climatique, elles ne vont pas se faire sentir en 2020, en 2030 ou en 2040, ça va se faire sentir en 2060, 2080, 2100, etc. Donc dire on va faire la prise en compte du risque climatique dans les règles de solvabilité bancaire et assurantielle va inciter ces investisseurs-là à désinvestir des secteurs les plus exposés. Ce n'est pas vraiment vrai, quoi, étant donné le myopisme et le court-termisme de ces acteurs-là, qui est d'ailleurs le reflet de notre propre myopie et de notre propre court-termisme. Et puis, il y a la troisième raison, et c'est la raison essentielle, et je pense qu'il faut passer un petit peu de temps là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est intéressé à investir dans des actifs qui sont décarbonés? Parce qu'on anticipe que les États vont, et je crois que Philippe l'a dit tout de suite, hein, qu'on anticipe que les États vont imposer des prix du carbone et plus globalement, même si on ne passe pas par un marché ou par des taxes, les États vont pénaliser les actifs financiers, les entreprises qui n'ont pas décarboné leur système productif. Et les marchés financiers, vous le savez, ils ont une chose qu'ils font très très bien, ou relativement bien, c'est d'anticiper l'avenir. Et donc, si on anticipe, si il y a un consensus au niveau des investisseurs aujourd'hui que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, les États dans le monde, et en particulier en Europe, vont obliger les entreprises à payer un prix élevé du carbone si elles ne sont pas décarbonées, eh bien évidemment que les portefeuilles les plus décarbonés vont pouvoir surperformer les portefeuilles qui resteront carbonés parce qu'ils seront handicapés par ce prix du carbone plus élevé. Hein, Philippe et moi, on a parlé de 500, 600, 700 € la tonne de CO2 comme prix du carbone. Évidemment, à ce prix-là, je vous assure que des stranded assets, des actifs échoués, il y en aura des tonnes. Hein. Et donc, avoir un portefeuille qui ne les contient pas, ça sera une chose intéressante. Néanmoins, et c'est quand même la logique, hein, et c'est là où je mets mes réserves, la finance climatique ne peut rien toute seule, d'accord? Si on n'anticipe pas que les États vont pénaliser les actifs et les entreprises les plus polluantes, les marchés financiers vont anticiper ça et ne vont pas pénaliser aujourd'hui les actifs financiers qui émettent beaucoup de CO2. Donc, en fait, hein, investir dans des ETF, dans des portefeuilles décarbonés ou moins carbonés, c'est faire un pari sur la volonté des États de mettre en œuvre des politiques climatiques. C'est un pari. Si demain, ce pari ne se réalise pas, si demain l'Europe est incapable de mettre en place le Green Deal, je peux vous assurer que les entreprises les plus polluantes vont retrouver de la couleur sur le marché financier. Et ça va en conséquence être mauvais pour les épargnants qui auront fait les efforts d'aller investir dans des actifs décarbonés. Je voudrais terminer par une chose. Quand vous regardez une autre politique responsable qui a été la lutte contre le tabagisme, notez que ce n'est pas les banques centrales, que ce n'est pas les compagnies d'assurance, que ce n'est pas les banques qui ont conduit à une importante réduction du tabagisme dans les pays occidentaux. Hein. Le désinvestissement des fonds de pension et de ces banques et de ces compagnies d'assurance des entreprises dans le secteur du tabac n'ont pas conduit à une réduction du tabagisme. Qui a conduit à la réduction du tabagisme, c'est un prix, j'allais dire un prix du carbone, non, c'est une taxe sur le tabac. C'est l'augmentation massive des taxes sur le tabac qui ont réduit les émissions qui ont réduit le tabagisme. Eh bien, je pense qu'il faudrait s'inspirer de ça pour notre changement climatique. L'idée que les gouvernements puissent se défausser sur les actifs, sur les institutions financières pour faire le boulot à leur place, c'est une aberration.